Salut à tous, merci à toi qui nous écoutes. Je m'appelle Ntoui, je suis musicien, danseur, podcasteur et web entrepreneur. C'est à l'âge de 13 ans, 14 ans que j'ai pris la chose beaucoup plus au sérieux et que j'ai commencé à m'entraîner, à travailler et vraiment à considérer ça comme un sport parce que c'est une forme artistique et c'est également une forme sportive. C'est ça la particularité de la danse et la beauté également de la danse. Donc c'est beaucoup ce genre de personnes que j'ai eu sur ma route, que j'ai amené sur ma route parce que ça c'est pas de la chance. L'argent, c'est l'art des gens. T'as même pas besoin d'être le meilleur. T'as besoin d'être bon. Mais si tu n'es pas le meilleur, tu peux quand même avoir beaucoup d'opportunités. Puis ma mère m'a dit, mais pourquoi tu te lèves aussitôt et pourquoi tu vas t'entraîner aussitôt? Je lui ai dit, tu sais, si j'ai plus de sponsors ou si faut que je m'habitue toujours à travailler pour ne pas dépendre, pour pouvoir faire face à quoi qu'il arrive. Tu dois toujours être prêt. Et c'est ça que je trouve incroyable. Donc moi, c'est plus dans cette optique-là que je m'inscris, que je pense que je vais continuer à m'inscrire, c'est de réduire ta dépendance à la chance en réduisant ta dépendance aux autres. Si tu n'y crois pas. De travailler chaque jour comme si ça pouvait arriver. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous écoutez un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Mais quelle belle journée pour être en vie, comme le dit toujours mon invité. Aujourd'hui, je vous propose un épisode d'un genre un petit peu nouveau. Alors bien sûr, nous allons explorer avec mon invité les mécanismes qu'il a mis en place pour assurer la résilience de sa carrière. Bien sûr, il va vous présenter un petit peu quelles sont ses valeurs, quelle est son éthique, son mode de vie. Très très belle discussion. Je ne vais pas vous proposer l'interview d'un grand sportif, d'un grand champion, d'un sportif amateur qui aurait besoin d'avancer, de financer sa carrière. Non, aujourd'hui, je vais vous proposer l'interview de Ntoui, auteur, compositeur, performeur, danseur, donc sportif. Et j'ai vraiment été très heureux de réaliser cette interview avec lui. Et bien parce que déjà, c'est une personne que je suis de très près depuis quelques mois. C'est aussi un podcasteur qui a un podcast qui s'appelle La Percée et dans lequel il expose un petit peu les mécanismes que lui ou d'autres mettent en place pour avancer dans leur vie, pour avancer dans leur vision, pour réaliser leurs rêves. Et c'est d'ailleurs une des musiques d'Ntoui que vous entendez en ce moment en jingle de fond. Je vous souhaite en tout cas une très bonne écoute. Comme d'habitude, je vous invite à réagir à cet épisode sur les réseaux sociaux, sur le site, via la plateforme de podcast d'Apple, via toutes les plateformes où vous pouvez mettre un commentaire, une note, une review, à le partager à tous vos amis, vos proches, votre famille, à emprunter, à voler le téléphone de vos amis pour laisser une revue. C'est avec ces revues que je vais pouvoir progresser, être plus visible et que l'on va pouvoir évangéliser tous les gens qui s'intéressent de près ou de loin au sport et qui pensent que financer une carrière de sportif professionnel, un petit peu un coup de chance, ce qui n'est absolument pas le cas. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à tout à l'heure pour la fin de ce podcast. Je t'assure que tu vaux mieux que ça, mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Je t'assure que tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Je t'assure que tu vaux mieux que ça. Salut les sportifs, c'est Hermano, vous êtes sur le podcast Dans les vestiaires et aujourd'hui j'innove un petit peu. Je n'ai pas invité qu'un sportif, j'ai invité quelqu'un qui a beaucoup de cartes dans son jeu et qui va nous dire un petit peu ce qu'il fait, qui il est. Mais en tout cas, je suis très heureux d'accueillir Monsieur Ntoui, la parole est à toi, dis-nous qui tu es, ce que tu fais dans la vie, comment tu vis au jour le jour. Ok, incroyable. Alors, petite rectification, c'est Ntoui. Oui, excuse-moi. Mais ça c'est un classique, y a pas de souci. Salut à tous, merci à toi qui nous écoutes. Je m'appelle Ntoui, je suis musicien, danseur, podcasteur et web entrepreneur. Grand passionné d'art depuis beaucoup d'années, depuis que je suis petit, je saurais pas dire quand est-ce que ça a commencé exactement. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai cherché des solutions et j'ai trouvé des solutions pour avancer dans mes projets, pour les financer, pour me débrouiller avec les moyens du bord. Cool, écoute, on est vraiment en plein dans le sujet du podcast. Normalement, comme je le disais, j'interviewe plutôt des sportifs de haut niveau pour comprendre les mécanismes qu'ils mettent en place pour continuer à être résilients. Mais je pensais que ça ferait vraiment un petit peu de fraîcheur et un peu de bien aussi d'avoir une personne comme toi sur ce podcast pour montrer à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs que
finalement ces mécanismes que les sportifs arrivent à mettre en place, ils s'appliquent aussi à d'autres personnes comme les musiciens, les danseurs et les web entrepreneurs, puisque tu te définis ainsi. Malgré tout, tu es danseur, donc danseur, tu es sportif. Ouais. Tu sais, j'ai fait beaucoup de sport. Beaucoup de sport. Ma mère m'a inscrit à quasiment tous les sports inimaginables quand j'étais enfant, quand j'étais en primaire. Donc j'ai fait du tennis, où j'étais nul. J'ai fait du football, où j'étais nul. J'ai fait du basket, où j'étais moyen. Et j'ai fait du judo, où j'étais plutôt bon. Je m'étais même dit oui, je serai judoka quand je serai grand. Donc j'étais très très sérieux avec le judo. Et après, la danse, ça a toujours été là, mais je prenais pas trop ça au sérieux, tu vois, je dansais dans ma chambre, et puis voilà. C'est à l'âge de 13 ans, 14 ans que j'ai pris la chose beaucoup plus au sérieux, et que j'ai commencé à m'entraîner, à travailler, et vraiment à considérer ça comme un sport, parce que c'est une forme artistique, et c'est également une forme sportive. C'est ça la particularité de la danse, et la beauté également de la danse. Oui, ça mêle vraiment tout, l'art, le sport, le dépassement de soi. Enfin, on a toujours en tête, moi j'ai toujours en tête quand on parle de danse, surtout de ces danseuses et danseurs étoiles qui travaillent 24 heures par jour à danser, ils dorment presque pas, ils mangent presque pas. Est-ce que tu es dans cette mouvance-là aussi, ou tu es plutôt classique, enfin pas classique mais moderne, on va dire? Je suis pas du tout dans cette mouvance-là, je n'ai jamais été dans cette mouvance-là. Tu vois, j'ai jamais été danseur à plein temps par exemple. J'ai toujours eu soit des études, soit la musique, soit un business, j'ai jamais été dans un lifestyle complètement de danseur. Tu vois, c'est pour ça que parfois, encore plus aujourd'hui, j'ai du mal à me définir comme je suis danseur, parce que tu vois, j'ai pas l'éthique de travail qu'ont les danseurs, tu vois. En général, tu sais, écoute, on fait des étirements, et puis on va faire des souplesses, des barres, on va prendre des cours toute la semaine, ce genre de choses-là. C'est pas mon style de vie, ça ne l'a jamais vraiment été plus de 2 semaines. Donc, néanmoins, chaque jour, je fais des choses pour me maintenir, tu vois, pour me maintenir en forme, pour me maintenir en énergie, pour m'améliorer avec le temps, parce que je danse quand même, tu vois, sur scène, sur des prestations, sur des spectacles, sur des concerts, je dois beaucoup performer, je dois être au top de ma forme physique, du point de vue, comment dirais-je, pour la respiration, pour le cardio, pour la souplesse, pour l'énergie, pour l'explosivité, tu vois. Donc tout ça, ce sont des termes qu'on emploie beaucoup dans le sport, dans le basket ou dans d'autres sports. C'est aussi des choses que je dois travailler pour ma danse. Est-ce que en dehors de la danse, tu travailles aussi d'autres sports? Enfin, j'imagine que quand tu danses, tu l'as dit, tu t'étires, tu t'échauffes, donc tu fais quelques mouvements, peut-être que tu cours aussi un peu, mais est-ce que pour ces besoins-là, tu vas aussi de temps en temps à la piscine, tu fais aussi du vélo, tu complémentes avec du basket, avec du tennis, avec d'autres types de sports, où tu te concentres vraiment sur l'activité physique nécessaire, entre guillemets, à ta performance de danse? Je courais beaucoup. Là, ces derniers temps, un peu moins. On se demande pourquoi. J'avais une routine de courir quasiment tous les jours. Mais tu vois, vraiment, moi, je suis vraiment dans l'effort court, mais intense en quelque sorte. Et constant surtout. Je préfère courir un peu tous les jours, plutôt que de courir, de me faire des marathons, ou des semi-marathons, ou des trucs de fou pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures. Donc, j'avais une routine, pendant des années, de courir une demi-heure tous les jours. Okay. Donc, il y a ça que je fais pour travailler mon cardio, et même, c'est un peu un aspect, comment dirais-je, limite spirituel avec moi, tu vois, c'est un peu comme une sorte de méditation, je commence à avoir de nouvelles idées, des chansons qui viennent, enfin c'est très très salvateur, j'aime beaucoup. Donc ça, puis depuis 5 ans maintenant, mon Dieu, je fais du HIIT session, quasiment tous les jours aussi. Donc high intensity, je sais plus quoi, training. Donc voilà, c'est des sessions qui sont courtes et qui sont assez intenses. Je fais surtout ça, encore une fois, dans une logique d'améliorer mon explosivité et de me maintenir en forme malgré tout, parce que bon, tu sais, la danse, ça use. Oui, comme les gymnastes. C'est ça. J'ai pris des cours de gymnastique aussi plus jeune. J'étais inscrit à une salle de gym. Il y avait une époque où j'allais aussi prendre des cours un peu pour les acrobaties à l'école du cirque, ce genre de choses-là. Donc oui, je m'inspire beaucoup de leur éthique de travail. Même si je l'applique pas, je m'en inspire. Et ouais, c'est un peu similaire au gymnaste, ouais, carrément. Pour continuer à faire un petit peu le parallèle avec les sportifs, j'avais quand même une question, parce que ça tombe bien, j'ai un danseur, un chanteur avec moi. Sur scène, tu l'as dit, il faut que tu travailles ton cardio, il faut que tu bouges. Comment est-ce que les chanteurs, surtout ceux qui arrivent à faire, surtout lorsque vous arrivez à faire des performances d'un spectacle pendant 1 heure, 1 heure et demie, comment est-ce que vous arrivez à continuer à danser tout en ayant une respiration bien posée et à chanter correctement? Parce que moi je suis triathlète, donc natation, vélo, course à pied. Quand je fais mon effort,
plutôt en endurance, je monte pas forcément trop dans les tours, mais si je dois courir un peu plus vite, je vais avoir la respiration qui va s'accélérer et je me vois mal tenir un concert pendant 1 heure et demie comme ça. Comment est-ce que vous faites? Est-ce que c'est vraiment la base du travail que tu fais au quotidien, tu l'as dit, avec ta respiration, avec des exercices de type haute intensité, ou je sais pas, c'est inné? Comment ça marche? Ouais, c'est pas inné du tout. C'est vraiment ce que tu as dit en termes d'exercice court, tu vois, où tu vas accélérer, où tu vas ralentir, où tu vas te reposer, où tu vas reprendre, parce que c'est assez similaire dans les spectacles et dans les concerts, tu vois. T'es pas tout le temps en train de danser, t'es pas tout le temps en train de faire des grands écarts. Donc c'est vraiment comme ça que je me prépare. Il y a aussi le fait que tu ne danses pas tout le temps, tu vois, que tu varies ton intensité comme un marathon, hein. Tu fais pas un sprint pendant tout le truc, sinon tu vas crever. Donc voilà, je modère mon intensité. Puis à un moment, j'avais aussi des choristes, ce qui faisait que, tu vois, je pouvais un peu avoir des gens qui me backaient, qui me supportaient, où il y avait des lignes où je savais que je devais devoir faire comment dirais-je, un effort plus intense, et que du coup, elles allaient chanter pour que ça soit comblé. Donc il y a aussi ça qui aide. Il y a aussi, parfois, je mets des voix quand c'est sur une bande sonore, je mets ma voix qui est préenregistrée pour certains passages. Justement, c'est pour faciliter le truc. Et après, c'est du training, c'est de l'entraînement. Par exemple, quand je cours, ce que je fais, c'est que je chante mes chansons, je les performe. Parfois ça ressemble à rien du tout, parce que je cours beaucoup plus vite que ce que je vais performer sur scène, mais tu vois, ça travaille le cœur, ça travaille la respiration, et voilà quoi. Et après, bien évidemment, on essaie de faire attention à tout ce qui est alimentation, tout ce qui est style de vie, hygiène de vie. C'est jamais parfait, mais on essaie toujours d'optimiser. Et après, au final, les résultats sont sur scène, et on essaie de faire mieux à chaque fois. On en reparlera à la fin de l'épisode, mais il faudra que tu nous partages tous les liens justement pour te suivre, pour aller te regarder sur scène et autres. Je pense que ça pourra très certainement intéresser mes auditrices, mes auditeurs, et puis surtout, peut-être que certains se diront que aller voir un artiste en concert, ce sera plus facile à approcher que d'aller voir un sportif, un coureur, un nageur ou autre. C'est parfois un petit peu plus compliqué. Ouais. Et puis je sais que tu as le contact facile, donc en plus, s'ils viennent te voir de ma part, j'espère que tu leur réserveras un bon accueil. Non. Non, si vous me dites, ouais, j'ai écouté le podcast avec Carmano, La Vision, je serais trop content de vous voir. Super. Écoute, tu as dit tout à l'heure que ça fait à peu près 5 ans que tu courais tous les jours, mais il y a une question que tu as éludée, tu nous as pas dit quel âge t'avais, histoire de fixer un peu le débat, savoir où t'en es. Ouais, tu sais que j'oublie à chaque fois mon âge. J'oublie à chaque fois, c'est une question de 1 an ou 2, tu vois, donc c'est pas, voilà, mais j'oublie, j'ai 26 ans. J'allais dire que j'ai 25 ans, 26, ouais. Ouais, donc t'es un gamin, donc ça fait peu de temps que tu es dans la vie active et que tu te débrouilles tout seul, ou t'as commencé déjà très jeune? J'ai commencé très jeune, et c'est pour ça que j'ai l'impression de pas avoir 26 ans. J'ai toujours eu l'impression d'être plus vieux, je sais pas pourquoi. Et j'ai commencé assez jeune, hein. Je me suis beaucoup débrouillé par moi-même pour beaucoup de choses. Et la vie active, je sais pas, c'est quelque chose qui m'est un peu, que je connais pas trop, parce que j'ai jamais vraiment travaillé dans une entreprise, dans des bureaux, dans ce genre de choses-là. Ouais, mais c'est vrai que je suis jeune. Tu dis vie active, tu connais pas trop. Aussi, tu connais, puisque tu t'assumes, tu travailles, tu gagnes ton argent. Tu veux dire, ouais. La vie de salarié, on va dire. La vie de salarié, ouais, ce serait peut-être plus juste, ouais. La question que je pose habituellement aux sportifs, une fois qu'on a fini un petit peu la présentation, le palmarès et tout, donc ce qui a remplacé ton palmarès finalement, c'est ton histoire, c'est le fait que tu chantes, que tu fais des concerts. Une fois qu'on a fini un peu cette présentation-là, en général, j'en viens à la question, comment est né ton besoin de financement? Parce que les sportifs de haut niveau, on le sait, une fois qu'ils commencent à performer, il faut qu'ils se déplacent, il faut qu'ils achètent leur matériel, il faut qu'ils financent parfois leurs compétitions, etc. Toi, finalement, tu nous as dit que tu es artiste, performeur, web entrepreneur. Ouais. Comment est-ce que toi aussi est né ton besoin de financement? Est-ce que un jour tu t'es réveillé, t'as décidé, papa, maman, salut, je me casse et puis je vais vivre de mes propres ailes, ou c'est venu assez smoothly, assez doucement? Il y a eu tellement de choses. En fait, j'ai commencé à me faire sponsoriser peut-être vers 15 ans, 16 ans, je sais plus. Et c'est arrivé grâce à de l'audace. J'ai tout simplement envoyé un message sur Facebook, parce que ça existait déjà quand j'étais enfant, moi pour le coup. C'est ça la beauté d'avoir 26 ans. Donc j'ai envoyé un message sur Facebook, et les personnes m'ont dit, tu sais quoi, on te sponsorise. Donc ça a été un peu plus complexe que ça, il y a eu d'autres étapes, mais c'est arrivé comme ça, vraiment par de l'audace.
Le besoin de financement, je me suis jamais dit, ok, faut que je finance ma carrière. Mais après, la problématique qui s'était posée, c'est bon, comment est-ce que je fais pour manger, tu vois? Quand les années passées, que tu es au lycée, ça peut aider, tu vois, de savoir ça, au bout d'un moment. Et les années passées, puis les conseillers d'orientation commencent à te parler de, oulala, tu sais, t'es au lycée dans 2 ans, puis t'es à l'université dans 3 ans, et ainsi de suite. Donc je savais pas trop comment faire pour continuer à faire ma passion tout en gagnant des sous. Parce que pour moi, il fallait soit être Bruno Mars ou Usher, ou soit c'était compliqué, quoi, tu vois, il fallait chanter dans la rue. Voilà. Et pour l'avoir fait, j'ai pas trop kiffé l'expérience de faire ça toute la journée. Personnellement, ça me correspondait pas. Tu veux dire quoi, de chanter dans la rue? De performer toute la journée dans la rue, en fait. Toute la journée dans la rue, et que ton salaire dépende de ça. C'est-à-dire que si la police vient parce que les attroupements sont pas très très bien vus, déjà à l'époque, eh ben, tu pouvais pas danser, du coup, t'avais pas tes sous. Puis s'il pleuvait, tu pouvais pas danser. Puis s'il y avait, il y avait tellement de cas de force majeure qui pouvaient arriver, en quelque sorte, que c'était trop instable, et j'aimais pas trop non plus le fait de muser, parce que c'est ça, hein, c'est tu tues constamment toute la journée, pour pas grand chose. Après, ça dépend, il y en a qui, parfois, t'as des très 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 belles histoires. J'ai des potes, tu vois, qui ont pu s'acheter un iPhone le jour même après de l'avoir perdu, juste en tips qu'ils ont eu en une journée, tu vois. Donc, il y a des belles histoires. Mais, non, moi, mon financement, pour financer ma carrière, là, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai fait des études. Je suis juriste de formation. Je m'étais fait tout un plan. Je m'étais dit oui, en étant juriste, spécialisé en propriété intellectuelle, je vais pouvoir travailler avec des artistes. Donc du coup, je rentre par une autre porte, et tu vois, ça me donne une différence, et puis comme ça au moins j'ai des sous, et ces sous, je les réinjecte dans ma musique. Donc c'était ça ma vision. C'était ça la vision. J'ai fait ma licence, et puis je me suis cassé finalement. J'ai fait 3 semaines de master, et après j'ai fait c'est mort, je pars. Donc c'était mon grand plan de financement. Ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai tout simplement pris des jobs. J'ai jobé, j'ai été animateur en centre de loisirs, colonie de vacances, et tout ce que je gagnais, je prenais un pourcentage que je mettais dans ma carrière. Et c'est comme ça que je l'ai financé. Et aussi une chose qui est intéressante, c'est que quand t'as pas d'argent, mais que tu peux créer des relations avec les gens, et que tu crées du contenu, toutes ces choses-là, il y a beaucoup de choses que tu ne payes pas. Mm-hmm. Donc c'est-à-dire que beaucoup de choses que j'aurais pu ou que j'aurais dû financer, je les ai pas payées. Je me faisais inviter au concert gratuit parce qu'on m'aimait bien. J'avais des séances de studio gratuites parce qu'on m'aimait bien. Plein des cours de chant, de danse, tout ça. On me disait écoute, j'ai bien aimé ton profil, viens avec ou sans argent, on te prend. C'est cool, tu vois. Donc c'est beaucoup ce genre de personnes que j'ai eu sur ma route, que j'ai amené sur ma route, parce que ça c'est pas de la chance. Ouais, c'est pas de la chance, on a travaillé quand même. Et du coup, c'est comme ça que j'ai financé beaucoup de choses. Tu sais, on dit que l'argent, c'est l'art des gens. Ah, elle est pas mal celle-là. Et du coup, je pense que c'est peut-être quelque chose qui pourrait aider les personnes qui nous écoutent. Quand t'as pas de sous, ou même quand t'as des sous, toujours de développer cet aspect de networking, de connexion, d'être toi, de partager, de donner du contenu, ou de donner ce que tu as donné tout simplement. Ça peut t'ouvrir beaucoup de portes que même l'argent, dans certains cas, ne peuvent pas débloquer. Ouais, c'est vrai. Hein. Toutes les sportives et tous les sportifs que j'ai eu sur ce podcast m'ont tous dit certaines choses qui se regroupent. C'est déjà la résilience, ne jamais rien lâcher, toujours continuer, la vision, ce que tu dis, c'est-à-dire t'as une idée en tête, tu la lâches pas. Alors évidemment, si tu pars t'entraîner comme un taré dans tout et n'importe quoi, ça t'arrivera peut-être pas à obtenir ton Graal, à gagner la compétition telle que tu l'entends, parce que tu vas te cramer avant. Non, ce que je veux dire, c'est quand tu as un objectif, garder cet objectif en ligne de mire et ne pas l'oublier, ne pas dévier de ta route. Et puis il y a aussi c'est toujours cette chose qui revient, et notamment sur la partie financement, c'est le réseau, le networking, parler aux gens, aller vers les gens. Et Pierre Frolla, un grand apnéiste que j'avais reçu aussi à ce micro, nous disait, il a commencé à pouvoir vivre de son sport et arrêter de se prendre la tête sur des recherches systématiques de sponsoring et autres, dès qu'il a commencé à s'ouvrir aux autres et à plus penser uniquement à lui et à son sport. Et je pense que ça résume très bien tout ce que tu disais aussi. C'est pour pouvoir commencer à vivre et à performer et à faire ce qu'on veut aussi bien dans le sport que dans l'art, que dans la musique, il faut être ouvert, aller vers les gens et pas rester enfermé chez soi. C'est ça. Et après, la chose qui est intéressante, je sais pas si c'est exactement pareil quand t'es sportif dans la définition pure d'être sportif, mais c'est que t'as même pas besoin d'être le meilleur.
t'as besoin d'être bon, mais si tu n'es pas le meilleur, tu peux quand même avoir beaucoup d'opportunités. Moi, il y a beaucoup de projets, de postes, de chorégraphe, de directeur artistique que j'ai eu. La personne qui recrutait me disait clairement, hey, on a eu telle personne qui est venue, qui a postulé, qui est meilleure que toi. On a eu telle personne, on a eu telle, et ils te le disent clair, hein. Mais ils te disent, par contre, toi, je sens qu'on peut mieux gérer avec toi, que c'est plus facile de travailler avec toi. T'as peut-être un truc aussi à apporter en termes de mindset, en termes de motivation, en termes de vision, aux danseurs, tu vois, ce genre de choses-là. Pourtant, le gars m'a dit clairement dès le début, t'es pas le meilleur. On a eu telle personne, et tu cites des noms, tu dis, ah ouais, telle personne a aussi candidaté ouais, telle personne a candidaté, on n'a pas sélectionné cette personne parce que X, alors que toi, t'as ce Y qu'on cherche, tu vois. Donc, en étant toi, en essayant de t'ouvrir aux gens et en essayant d'apporter quelque chose, en ayant un élément de différenciation, je pense sincèrement que tu peux débloquer des opportunités, et que les opportunités, on les a pas seulement par l'argent, par le financement, on l'a aussi beaucoup par les gens, parce que je pense que tout ce que tu veux obtenir, quelqu'un d'autre l'a. Tu vois, il y a des personnes qui peuvent te donner un truc qui pour elles n'est pas grand-chose, tu vois, juste parce que tu leur demandes ou parce qu'elles t'aiment bien. Tu sais, c'est le cas souvent pour les appartements. Parfois, un appartement, tu sais, t'as plein de démarches hyper chiantes, t'as des propriétaires qui peuvent te demander 6 mois limite de garantie, comme t'en as d'autres qui vont juste te dire, bon écoute, je t'aime bien, je te sens bien, paye-moi le loyer, et puis c'est tout. Bon, je suis pas certain que ça marche pour tout le monde, mais c'est vrai que des fois, quand t'as un certain feeling avec certaines personnes, ça ne peut qu'être bénéfique. C'est vrai que pour revenir sur ce que tu disais, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que t'as pas forcément besoin d'être le meilleur pour obtenir beaucoup de soutien, beaucoup de support, beaucoup d'aide, et là on parle pas uniquement de l'aspect financier. Après, je pense que ça a quand même ses limites, notamment dans le sport de haut niveau. Quand tu cherches un sponsor, quand tu cherches un partenaire, suivant le sport dans lequel tu te trouves, l'une des seules choses qui parlent, c'est ta performance, c'est tes records mondiaux, c'est tes médailles olympiques. Et puis, si t'en as pas, en gros, t'existes pas. Alors, pas tellement pour les marques ou pas tellement pour les gens que t'arrives à convaincre, mais aussi notamment au niveau du soutien des fédérations que t'arrives à obtenir, et surtout en France. J'avais à ce micro Mathieu Navillot, ancien skieur freeride, qui nous disait que quand il avait 23 ans, la Fédé lui a dit, écoute, t'es bon, mais t'es pas en équipe A, donc t'es pas le meilleur, et comme t'es pas le meilleur, on peut pas payer ton entraînement, donc il faut que tu participes aux frais d'entraînement. Donc qu'est-ce qu'on fait? Tu peux ou tu peux pas? Si tu peux pas, écoute, il faut que tu sortes. Et c'est comme ça qu'une carrière s'arrête. Alors, peut-être que dans la musique, dans la danse, c'est différent, mais en tout cas, je suis assez d'accord avec toi, encore une fois, sur le fait que tu n'es pas obligé d'être absolument le meilleur de tous pour réussir, avec quelques limitations quand même. Avec quelques limites, et encore plus dans le sport, vraiment, sport. Dans la définition brute et sincère de ce que est le sport. Sincère, je sais pas. Disons dans la définition brute, oui. Au niveau des valeurs et de la sincérité, moi, je mettrais plutôt un bémol sur être le meilleur, être le plus riche, être le plus fort, être le plus beau. Bon, mais un petit bémol alors. Bon, revenons un petit peu sur toi. Donc, tu nous as dit, ton besoin de financement, finalement, il est apparu un petit peu au fur et à mesure, mais surtout, en gros, dès que t'es sorti de l'université, dès que t'as arrêté ta licence, il a bien fallu que, au moins, t'achètes des pâtes et que tu les mettes dans le frigo, et puis que t'habites dans un appart. Donc, je reviens sur ma question. Quels sont les premiers mécanismes que tu as mis en place? Tu nous as dit que tu avais un peu performé dans la rue, mais comment est-ce qu'on vit quand on est artiste? Yes, j'adore cette question. Alors, t'as dit que c'était après l'université. J'ai commencé dès l'université. Donc, comme je te l'ai dit, j'étais animateur en centre de loisirs et colonie de vacances. Donc, tu peux avoir un SMIC, littéralement. Donc, ça peut aller quand t'es encore chez tes parents, etc. Enfin, ça peut même aller. Enfin, ça dépend de ta gestion, mais c'est des sous, quoi. En plus de ça, je donnais des cours de danse également. Donc, j'avais cet argent. Je donnais aussi des cours d'anglais. Occasionnellement, donc j'avais aussi ces sous-là. En fait, c'était vraiment la des premières 10, mais j'avais lu à l'époque dans un livre qu'il fallait avoir plusieurs sources de revenus, donc j'ai essayé d'avoir plusieurs sources de revenus au cas où, et ça m'a bien aidé au moment où c'était plus compliqué. Donc ça a été la base, et j'ai peut-être fait ça pendant 2-3 ans. Donc j'étais limite quand même. C'était pas fou, mais je pouvais manger des pâtes et même parfois acheter de la sauce pesto bio. Ouh là là, bio en plus. Oh là. Tu vois, noix de cajou, tout ça à l'intérieur, sucre de canne, tu vois, c'est vision ou pas vision. Après, ce qui s'est passé, c'est que dès que j'ai arrêté ma licence,
J'ai tout simplement augmenté mon nombre d'heures en tant qu'animateur. Et après, j'en ai eu marre d'être animateur parce que j'avais eu un petit souci d'ego. Il y a beaucoup d'ego dans ça. Tu vois, quand on m'avait dit, tu nous dois X nombre d'heures. En fait, c'était ça. Tu nous dois X nombre d'heures. Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, nanana, nanana. En fait, tout ça, j'ai dit, ouais, c'est mort, tu vois. Donc, je suis parti. Sans avoir de vrais plans de secours qui étaient confirmés à 100%, tu vois. Bon, t'avais quand même tes autres activités derrière, comme tu nous l'as dit juste avant. C'est ça. J'avais mes autres activités, mais il fallait, tu vois, quand même que je couvre ce manque, tu vois. Et tout à l'heure, je te parlais de l'importance du réseau. Eh ben, j'ai un ami qui avait des business en ligne, qui a vu comment je connectais, qui a vu que je lui avais apporté des clients juste en faisant des recommandations comme ça et sans penser à rien du tout en échange. Et il m'a dit, bah, tu sais quoi, est-ce que tu veux bosser avec moi? Donc c'est comme ça que j'ai eu mon premier pied véritablement dans l'entrepreneuriat en ligne. Donc j'ai commencé à être dans tout ce qui est vente de formation, vente, marketing en ligne, ce genre de choses-là. Et c'est comme ça tout simplement que j'avais un CDI simple que j'ai pu financer beaucoup de projets parce que je travaillais de chez moi, donc j'avais quasiment aucun frais de déplacement ni rien du tout, et tous les sous que j'avais, je les réinjectais dans ma musique. Ça, c'était un petit peu le début de ton histoire d'artiste, enfin du financement de ton histoire d'artiste. Et après, tu nous as dit que ça a duré un temps, ce pied dans l'entrepreneuriat web en tant que, enfin même t'étais salarié, donc c'était pas véritablement de l'entrepreneuriat, mais tu commençais à goûter un petit peu à tout ça. Comment est-ce que la suite s'est développée? Est-ce que t'as continué à travailler avec cette personne? Est-ce que tu t'es mis à ton compte? Et à côté de ça, comment est-ce que tu pouvais continuer à trouver le temps pour danser, chanter, t'entraîner, écrire? Ouais. Parce que t'es pas uniquement chanteur, t'es aussi auteur et compositeur. Ouais. Auteur, compositeur et producteur. Et interprète. Et interprète. Et ingénieur du son. C'est le mec. Non, plus sérieusement, je continue toujours. Tu sais, là, ce qui était cool avec ce travail, c'est que mon pote, il me disait, je m'en fous du nombre d'heures que tu travailles, faut juste que tu me coûtes rien ou que tu me rapportes plus. Donc c'était, même si je travaillais 1 heure par semaine, en vérité, et que je me disais, écoute, voilà ce qui a été vendu, il était, ok, parfait, cool. Bam. Ouais. T'as un salaire de 5000, tu me rapportes 5000, c'est nickel, merci, au revoir. C'est tout. Et après, ça s'est terminé parce qu'il a pivoté, il est parti sur autre chose, puis il m'a dit, écoute, j'arrête. Donc, j'ai eu une période où je savais pas trop quoi faire, tu vois, où ça a été très compliqué, pour être transparent, parce que je m'étais pas préparé, j'aurais pu mieux gérer certaines choses, et aussi des erreurs de jeunesse, tu augmentes ton train de vie, puis tu vois, toutes ces je pense que c'est un truc que font beaucoup les sportifs aussi, et les artistes dès qu'ils ont un peu de sous, c'est qu'ils vont upgrader, alors que il faudrait peut-être un peu plus sécuriser au contraire, et limite même rétrograder dans une certaine mesure, je pense. Ça maintenant je le sais. Et du coup, il y a eu une traversée du désert, et j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire, j'avais déjà mon concept de la vision, une communauté, etc. Et tout simplement, ce que j'ai commencé à faire, et c'est ce que je fais encore aujourd'hui, c'est que j'ai commencé à vendre des formations en ligne. Des formations en ligne sur ce que j'avais appris, sur ce que j'apprends continuellement. Donc, il y avait sur plusieurs thématiques, donc sur par exemple comment tu t'organises pour être plus productif. Tu vois, puisque moi je suis un fanat de systèmes, de procédures, de performance. Donc il y a des personnes pour qui parfois c'est moins évident, et du coup j'ai partagé ça, puis des astuces de productivité, de comment bien te sentir, d'être plus en forme, ce genre de choses là, tout ce que j'utilisais justement pour mieux performer en tant que artiste / web entrepreneur. Et au fur et à mesure des mois, ça a pris, et j'ai créé un système. Et aujourd'hui, si on arrive à la date de l'enregistrement, c'est ça qui fait que je vis, parce que je vis quoi qu'il arrive, mais que je peux subsister correctement. T'as l'air de quand même bien subsister. Avec les hauts et les bas. Tu vois, il y a beaucoup de choses que t'apprends parce qu'on t'apprend pas ça forcément. Donc t'as beaucoup de choses que t'apprends sur la route, on fait beaucoup d'erreurs, mais ce que je trouve trop bien, c'est que chaque jour je trouve un petit truc à améliorer, et au final, déjà si on repart du mois de septembre 2019 jusqu'à maintenant, donc mai 2020, je trouve pour moi que j'ai pris des années d'expérience, parce que j'ai fait tellement d'erreurs, de gaffes, tu vois, que maintenant je sais. Moi, je dis toujours à mes enfants, et le premier a 22 ans, donc ça fait 22 ans que je lui dis ça, c'est en tombant qu'on apprend à se relever. Donc effectivement, je valide que
il y a qu'en faisant des erreurs qu'on apprend à ne plus les refaire. Ou alors, comme Einstein disait, être idiot, c'est refaire toujours la même chose et en attendre un résultat différent. Mais c'est ça. Mais la chose que je voudrais vraiment mentionner, parce que pour moi c'est important de mentionner les hauts comme les bas, bah c'est justement qu'il y a des hauts et des bas. Tu vois que c'est pas rose. Être entrepreneur, être à son compte, il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Il faut accepter tout ce que ça implique, parce que c'est pas juste hey, tu veux être sur la plage et quitter ton salaire, ton patron, et lui, c'est pas ça, tu vois, c'est pas juste ça. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on sait pas, que t'apprends sur le tas, et il faut beaucoup travailler sur ton énergie, sur ta performance, sur ton mindset, et c'est là que je pense que le sport a une place très 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 importante. Ça m'a beaucoup aidé. Effectivement, on regroupe aussi sur ces sportives et sportifs de haut niveau où ce qu'on voit des médias, c'est que le sportif, c'est le meilleur, c'est le plus beau, il a la médaille, il fait des médias, il passe un peu dans les journaux, il passe un peu à la télé, ouais, c'est la belle vie et les dollars pleuvent. Non, c'est pas ça la vie de sportif de haut niveau, et c'est le but, c'est l'essence même de ce podcast, c'est de montrer à tout le monde que la vie de sportif de haut niveau, c'est avant tout du travail et surtout du travail pour obtenir un résultat qui parfois arrive une fois dans une vie d'un sportif. Mais ça, c'est incroyable, hein. Et c'est pour ça que je m'inspire beaucoup des sportifs. Il y a encore plus des sportifs d'équipe, parce que, non, même des sportifs solo, mais qui ont une équipe, parce que quand t'es sportif, t'as une équipe, t'as des entraîneurs, des préparateurs, peut-être des nutritionnistes ou plein d'autres choses, des sponsors que j'ignore. En fait, toutes les personnes qui sont responsables et qui ont une part à jouer dans ton succès, en fait, tu dépends de beaucoup de choses. Mm-hmm. Et, les sportifs le savent, et en fait ils savent qu'ils vont peut-être jamais gagner le prix ou les JO, mais ils s'entraînent à chaque fois pour y arriver, et c'est ça que je trouve beau, parce que moi je sais que en tant que musicien je m'entraîne pour faire je suis moins limité, dans le sens je suis moins limité par l'âge, tu vois, peut-être que je ferai pas des grands écarts à des saltos pendant encore 30 ans, mais je pourrais toujours faire des choses après. Quand t'es sportif, plus les années passent, plus tu t'approches d'une fin, en quelque sorte, du moins d'une fin professionnelle. Donc c'est quelque chose aussi qui est important, et c'est pour ça que j'admire énormément les sportifs et que je m'inspire constamment d'eux, que je lis beaucoup de biographies de sportifs et que je regarde beaucoup de documentaires, parce que c'est une éthique que j'essaye d'avoir également, bon, sans l'appliquer complètement non plus, parce que je suis pas aussi fou que vous mais je trouve qu'il y a beaucoup de bons, et je sais plus c'était quel judokate, il me semble que c'était une judokate qui avait fait les JO, qui avait gagné des JO, mais qui a dit que elle avait plus de sous, quoi, tu vois, que tu gagnes pas tant d'argent que ça, que t'as ta médaille, que tu passes à la télé, que il y a ça, mais que après c'est pas aussi rose que ça. Ouais. Je crois que c'est Clarisse Egbenin. Moi je m'inspire aussi quotidiennement du mindset des sportifs, et en tout début d'épisode, tu nous as dit que tu as commencé finalement ta carrière quand tu as réussi à obtenir un sponsoring. Tu as été opportuniste, tu as envoyé un message à quelqu'un sur Facebook qui t'a dit écoute, ouais, tu nous plais, on te suit, on te sponsorise. Tu veux dire quoi par la sponsoring? Parce que finalement dans le sport, on sait très bien à quoi ça correspond du sponsoring. C'est soit on te file du matos et puis tu fais avec, soit on te fait un chèque et puis ça te permet de te payer ton quotidien ou tes entraînements ou tes entraîneurs ou ton staff ou tes déplacements, enfin bref. Un sponsoring dans le sport, ça prend ces formes-là. Dans la musique, dans l'art, ça prend quelle forme? C'est une excellente question. C'était une marque de vêtements. Ok. Assez haut de gamme. Donc pas haut de gamme dans la couture, mais dans les tarifs. Tu vois, c'était pas des t-shirts à 10 € par exemple. Tu vois. Okay. C'était une marque qui avait ses bureaux sur les Champs-Élysées. Dans ce quartier-là, je sais plus si c'était le faubourg Saint-Honoré ou Saint-Antoine, mais faubourg quelque chose, je sais plus, pas loin de l'Élysée. Ouais, ils seront contents s'ils écoutent l'épisode. Voilà. Et je suis désolé. Et du coup, je suis désolé les amis. Et t'inquiète, on comprend au montage au fond. Non, c'est pas important. Et du coup, ce qu'il faisait, c'est qu'il m'envoyait régulièrement des messages et me disait on a des habits pour toi, viens prendre ce que tu veux. Et en fait, moi dis-toi que j'ai 15 ans, 16 ans, je sais plus. Donc une époque où tu peux pas t'assumer ou difficilement, et je vais dans un magasin où on me dit tu prends ce que tu veux. Je prenais des manteaux, des t-shirts, des pulls, j'en prenais pour ma mère, pour mon frère, pour mes cousins au Canada, pour mes cousins en Belgique. Je venais littéralement avec des valises. Je venais avec 2 valises et cool. Je prenais toutes sortes d'habits, des pantalons, j'étais littéralement sapé de la tête aux pieds.
tu vois. Et ça s'est manifesté sur cette forme-là. Et ça a duré quand même plusieurs années, peut-être 3-4 ans, je sais plus, jusqu'à ce que je rentre à l'université. Ok. Voilà. Et en plus de ça, en plus des habits, ce qui me faisait triper, parce que du coup j'avais des habits que j'étais le seul à porter au lycée, puis j'avais un branding, tu vois, je pense que c'était les gars qui portaient tout le temps cette marque-là. Mais vas-y, tu peux la balancer, hein. Enfin si tu veux, Ouais, c'est le moment. La marque c'est iPanda. Salut les amis. C'est une marque iPanda, c'est une marque qui était publicitée notamment par Kanye West, par Pharrell Williams, tu vois. Donc j'avais ça aussi, je me disais ah ouais, attends quand même les soirées iPanda, il y a Kanye West qui vient et tout. Donc c'est une marque japonaise qui commençait à s'implanter en France et qui commençait à être aussi comment dirais-je, exposée aux Galeries Lafayette. OK. De Paris. Et l'autre versant de cette collaboration qui était intéressant, c'était le fait que je pouvais aussi venir à leurs événements. Donc tu vois, c'était des événements assez intéressants, qui étaient cool, tu vois, où j'étais pris en charge complètement. Et encore, moi, tu t'imagines que 15 ans, 16 ans, je dois demander l'autorisation pour sortir, je dois avoir des autorisations de diffusion à l'image, je dois tout ce genre de choses là. Mm-hmm. Et tout était pris en charge, on appelait tu vois, c'était cool, tu vois, t'as 15 ans, 16 ans, tu dis ouais, c'est quand même cool. Donc moi, c'était plus un partenariat, un sponsoring qui allait dans ce sens-là. Encore une fois, pour faire le parallèle avec les sportifs, en général, les contreparties d'un sponsor, c'est que t'interviens dans des conférences, t'interviens parfois avec les salariés pour mettre en avant ta résilience, pour expliquer comment ça marche. Après, suivant le sport, tu peux donner des cours. Je sais que chez les apnéistes, par exemple, ce qui se fait beaucoup aussi, c'est d'expliquer un petit peu ton mindset, comment est-ce que tu arrives à rester X temps sans respirer, enfin, tout ce genre de choses. T'as aussi des contrats d'image, donc tu portes les marques, enfin les vêtements des marques, ou tu fais floquer les marques, les logos sur tes vêtements, sur ta voiture, etc. Donc finalement, on a une bonne idée de quelles sont les contreparties contre du sponsoring. Dans ton cas, j'imagine que toi, tu portais les fringues, donc effectivement, tu nous l'as dit, tu étais le seul gamin du lycée à porter cette marque-là, t'allais aux événements, etc. Mais est-ce que ça se manifestait aussi autrement, les contreparties que tu leur rendais? Non, il y avait pas, tu sais, ça a pas été un contrat écrit, signé, on s'est mis autour d'une table, et puis il y a eu une déclaration de presse. Ça a vraiment été... je leur ai envoyé un message sur Facebook. Ils m'ont dit tu sais quoi, passe nous voir, on va te filer deux trois habits. Donc déjà moi j'étais OK, bon, allez. Je suis parti dans leur bureau, j'ai été hyper bien accueilli, ils m'ont filé beaucoup plus de sable que ce que j'espérais. Et après pendant des années, c'était Toi, on a ça, viens. Donc ça a juste été ça la relation. C'était juste été ça. Moi je portais leur sap. Je faisais tout le temps mes vidéos de danse à l'époque. Je faisais beaucoup de prestations de rue justement. Donc ça leur faisait une exposition qui pouvait difficilement quantifier, mais tu vois leurs habits circulaient quoi. Ce que j'aime bien poser comme question aux sportifs, surtout ceux qui ont changé de partenaire ou ceux qui ont arrêté leur carrière, c'est en gros comment est-ce que ça se passe la relation avec un sponsor / partenaire et quand elle doit s'arrêter, comment ça évolue, comment est-ce que tu fais pour mettre un terme à la relation, si ça vient de toi ou si ça vient d'eux, quand ça vient d'eux, comment est-ce que tu l'accueilles et puis la suite? J'adore cette question. Ce qui s'est passé avec eux en l'occurrence, c'est que je leur ai envoyé un message pour leur demander si je pouvais venir passer prendre des sapes, tout simplement, parce que c'est comme ça que ça se passait. Et ils m'ont dit on arrête le projet en France par mail. Bam. Donc c'était la dernière fois que j'avais eu des habits quoi. Okay. Et je me rappelle que le jour même, à l'époque, je m'étais levé très très tôt pour aller courir. Je me rappelle, j'étais en Belgique. Puis ma mère m'a dit, mais pourquoi tu te lèves aussitôt et pourquoi tu vas t'entraîner aussitôt? Je lui ai dit, tu sais, si j'ai plus de sponsors ou faut que je m'habitue toujours à travailler pour ne pas dépendre, pour pouvoir faire face à quoi qu'il arrive, tu vois, toujours être prêt. Et là, t'avais 18-19 ans. J'avais 19 ans. Et je venais d'avoir mon bac et j'avais beaucoup grossi à l'époque, je me rendais pas compte, c'est terrible, je me rendais pas compte, c'est en voyant les photos, mais j'avais beaucoup grossi, donc j'étais en mode, je vais courir, et justement, je me disais, si iPanda m'annonce demain que il me donne plus de sap, ou si je peux plus faire ça, je peux plus faire ci, je serai toujours beaucoup plus prêt chaque jour qui passe. Et l'ironie du sort, ça a voulu que ça soit le même jour, si ma mémoire est bonne, donc j'avais raison. Et après, la relation, comment est-ce que tu la maintiens?
bah, eux, ils ont bifurqué. Ceux qui, comment dirais-je, étaient en train de développer la marque en France ont bifurqué sur un autre projet. Du coup, ben, sur des projets de restaurants, etc. Et puis, quand je passais sur Paris, ben, j'allais les voir, juste leur dire bonjour, je leur ramenais des personnes, je venais manger avec des potes. Et c'est comme ça que j'entretiens la relation. Tu vois, c'est en les soutenant quand même dans leur projet, ils me demandent de mes nouvelles et on est cool, quoi, tu vois. Et c'est une relation qui s'est très bien finie. Ouais. D'un commun accord, un divorce à l'amiable, vous avez séparé la maison, les enfants, et puis vous vous revoyez de temps en temps. Voilà, on reste potes avec bénéfice. Cool. Si on passait maintenant un petit peu plus sur ta vie au quotidien, maintenant, donc tu nous as dit que quand tu as commencé, tu étais animateur dans des centres de jeunes, dans des centres aérés, ça payait un petit SMIC, à côté tu avais 2-3 autres piges, on va dire. Maintenant, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que tu diversifies toujours pas tes investissements, mais tes sources de revenus, ou peut-être même tes investissements aussi, et ou est-ce que tu vis exclusivement par et pour la musique? C'est des questions biaisées, parce que moi je connais déjà les réponses, mais nos auditeurs ne les connaissent pas. Je vais te dire quelque chose, je crois que ma musique, au total, elle m'a même pas rapporté plus de 200 €. Depuis toutes ces années, tu vois, je pense, hein, tu vois, Quand tu dis rapporter, ça veut dire que... Des sous. Oui, des bénéfices. Par rapport à ce que tu as investi dedans, mais c'est quand même de l'argent. C'est ça, mais c'est souvent, t'arrives souvent à zéro, même souvent t'es en perte. Moi, je me rappelle des concerts que je faisais, que j'organisais ou que je co-organisais, c'était, je perdais des sous ou j'étais à zéro difficilement, tu vois. Donc c'était vraiment pas le bon plan pour s'enrichir. Après, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas fait, tu vois. J'ai été je sais pas si on pourrait dire dispersé, mais j'ai fait des études à côté, donc mon énergie, mon focus était divisé, tu vois, j'avais moins de temps, vraiment, ok, non, on fait ça, on va trouver une solution, et tu vois, j'étais pas j'ai peut-être choisi la facilité, en vérité, hein, je sais pas, donc je faisais pas beaucoup de sous avec la musique. Là, aujourd'hui, bah c'est l'entrepreneuriat, donc la vente de formation / coaching, donc tout ce qui est infopreneuriat, qui fait que je subsiste correctement. Et pour répondre à ta question concernant les investissements et les sources de revenus, oui, il y en a plusieurs. Après, ça se présente d'une autre manière. Par exemple, c'est d'avoir plusieurs formations. Tu vois, avoir plusieurs formations, c'est plusieurs sources de revenus. C'est d'avoir plusieurs clients, plusieurs sources de revenus. C'est d'avoir plusieurs upsells, donc pouvoir proposer des produits en plus, à l'instar de iPhone qui pourrait d'Apple qui pourrait te proposer des AirPods en plus de ton iPhone. J'ai aussi des produits comme ça, des ventes complémentaires. Okay. Et c'est d'être présent sur plusieurs plateformes, sur plusieurs supports, ce genre de choses-là. C'est un peu ça mes différentes sources de revenus. Tu vois, j'ai des muses. On appelle dans le jargon, on appelle ça des muses, quoi. Tu vois. J'aimerais bien aussi que tant qu'à faire, vu que tu n'es pas que sportif, qu'on vienne aussi sur ton métier, sur ta vision, sur ta vocation principale qu'est la musique. Comment est-ce qu'on produit un album? Combien ça coûte? Et comment on le distribue? Oh là là. Moi, j'ai une relation assez particulière, c'est que avec la musique et même l'industrie, dans le sens où plus les années passent, plus j'ai envie qu'on me dise ce que je dois faire. Et c'est pour ça que j'ai jamais vraiment été pour l'instant, après on sait pas, hein, parce qu'il y a peut-être toujours des contrats qui peuvent se faire, on sait jamais, mais j'ai jamais été signé ou j'ai jamais eu un projet, tu vois, où il y avait des collaborateurs. Donc produire un album dans les règles de l'art de la manière conventionnelle, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Mais ça, c'est ta formation de juriste qui veut ça. Ouais, c'est ça aussi. Moi, comment est-ce que je produis ma musique, c'est tout simplement, je suis dans ma chambre, ou dans mon appartement, ou dans l'Airbnb, ça dépend de la période. Et je suis avec mon matériel et j'enregistre et je produis, quoi, tout simplement. Je produis par moi-même, ou après j'appelle des prestataires pour gérer tout ce qui est beaucoup plus technique et moins créatif, de plus en plus. Donc à savoir tout ce qui est mixage, mastering, voilà, tout ce qui relève de l'ingénierie du son et un peu moins de la créativité. Et après, comment est-ce que je diffuse? Je mets sur les plateformes de streaming et sur YouTube, et je fais ma promotion. Et c'est là que je trouve que c'est une époque incroyable, c'est une très belle époque pour être en vie,
parce que 10 ans plus tôt ou 15 ans plus tôt, je ne sais pas comment j'aurais fait. Je pense que je n'aurais pas eu le choix de passer par le circuit classique, c'est-à-dire d'être signé en maison de disques, parce que les studios d'enregistrement, c'était que les maisons de disques qui les avaient, où il fallait avoir beaucoup d'argent. Et après, pour diffuser, t'avais pas d'autre choix à part que de faire presser des CD, donc ça a un coût et il faut tu vois, c'était beaucoup plus de friction. Là aujourd'hui, ta musique, tout ce dont tu as besoin, c'est de faire de la musique et de la sortir, et tu peux faire tout ça de chez toi, et c'est ça que je trouve incroyable. Donc moi, c'est plus dans cette optique-là que je m'inscris, que je pense que je vais continuer à m'inscrire, c'est de réduire ta dépendance à la chance en réduisant ta dépendance aux autres. Enfin, tu dis tout ce que tu as à faire, c'est faire ta musique et puis la produire et la mettre sur les plateformes. On pense notamment à Spotify, mais il y en a plein d'autres qui existent. Et ouais. Du coup, t'as quand même pas un coût pour t'inscrire, pour diffuser sur ces plateformes. Comment est-ce que tu protèges tes droits d'auteur? Tu dois passer en France par la SACEM, j'imagine. Est-ce que tu as un coût derrière? Parce que tu nous dis que finalement, avec la musique, tu as fait peut-être que 200 € de bénéfices. Donc, t'investis quand même dans ta musique, dans le matos, dans les coûts annexes, dans l'enregistrement de tes chansons, tes droits d'auteur, tu nous as dit que tu fais appel à des partenaires qui vont faire pour toi le mastering, l'ingénierie du son, etc. Donc, vas-y, balance-nous des chiffres. Yes, ok. Écoute, pour s'inscrire à la SACEM, à l'époque où je m'étais inscrit, je sais plus, ça relève de peut-être une centaine d'euros. Pour les plateformes de streaming, je suis chez une plateforme qui s'appelle DistroKid et qui coûte 20 balles l'année et qui te permet de diffuser autant de musique que tu veux. Voilà, donc c'est ça les coûts. C'est même pas c'est 20 €. C'est n'importe quoi. C'est une très belle époque pour être en vie. 20 €. Donc c'est ça que je paye tous les mois. Tous les ans plutôt. Et après, en termes de matériel, tu sais, ce qui est bien, c'est que t'achètes le matériel une fois, si tu fais attention, et que t'as pas le syndrome de l'objet brillant, tu le gardes pendant des années, tu vois. Mon matériel, je l'ai depuis 2013. J'ai fait seulement des améliorations sur l'ordinateur et sur un petit clavier, et sur une petite guitare ou deux, ou trois. Mais, donc ça fait quand même beaucoup, mais ça c'était pas nécessaire. Ça plus c'était allez, on a bien bossé, on se récompense. Okay. Mais ouais, c'est des frais que qui dépendent en vérité de ce que tu veux et de c'est de l'entrepreneuriat en fait en vérité aussi, hein. C'est là les prestataires, ça dépend, tu peux en avoir pour tous les prix. Maintenant, avec des services comme 5euros.com ou Fiverr ou même tes relations, tu peux avoir des choses qui sont beaucoup moins chères et très bien faites, qui sont faites de manière correcte. Donc moi, ce que je fais, parce que comme je te l'ai dit, j'ai pas beaucoup de bénéfices de ma musique, c'est les sous que je récupère grâce à la vision, donc grâce au business en ligne et toutes ces choses-là, j'ai un pourcentage que j'alloue à ma musique, tout simplement. Et je réinvestis dans ça. Donc plus les années passent, moins je fais de resto, moins je fais de divertissement entre guillemets, et je réinjecte tout dans ma carrière. Mais c'est pour ça que t'es tout mince en fait. Tu nous disais que à l'université t'as commencé à grossir, mais là t'es tout mince, c'est parce que plus de resto, en plus en confinement, donc tu vois plus les potes, tu danses dans ton appart. Enfin non. Ouais, Toi, non, c'est vrai que j'ai beaucoup séché, mais tu sais en fait. Là, c'est le côté entrepreneurial qui me l'a appris. Par exemple, quand tu vois les résultats que tu peux avoir en faisant une publicité sur Facebook, qui t'a coûté, je sais pas, pas si cher que ça, tu vois, comparé au retour sur investissement, tu te dis, ah ouais, maintenant, 3 €, j'ai plus le voir pareil, tu vois, plus 3 € pareil. Quand tu vois que t'as des solutions comme Zapier, qui coûtent 20 balles par mois et qui te permettent limite d'avoir 10 assistants, 10 salariés pour automatiser toutes tes tâches ou tout ce que tu fais, les 20 € que que je mettais quasiment tous les 2-3 jours dans des restaurants à un moment, tu les vois plus pareil. Tu te dis, ah ouais, quand même. Ton téléphone, quand tu vois que après quand tu peux négocier des concerts en étant au téléphone, et quand tu vois que tu peux créer des contacts, que tu peux bâtir des relations, avoir ton abonnement à Bouygues Télécom ou Free ou peu importe, tu le vois pas pareil. Tu vois, tu te dis oui, c'est mieux que j'investisse dans ça plutôt que j'investisse dans des trucs qui vont finir aux toilettes 2 heures après. Ok. On a vu un petit peu la partie distribution de la musique, mais bon, un artiste, ça donne aussi des concerts, ça donne des spectacles. Sur cette partie-là, est-ce que tu as des frais aussi? Comment ça se passe une organisation de concert? Prenons un exemple. Si par exemple mon fils était un grand DJ, qu'il aspirait à devenir un grand DJ international, comment est-ce qu'il pourrait monter un concert?
Écoute, pour un DJ international, je ne sais pas. Moi, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que les opportunités sont venues et que j'avais pas le choix en fait de trouver des solutions. J'avais genre 2 mois. En fait, c'est souvent des missions impossibles limite. C'est j'avais 2 mois pour monter tout un concert, pour trouver des musiciens, pour trouver les sous pour payer les répétitions, pour payer tout ce qu'il fallait payer. Et donc moi j'ai souvent fait les choses à l'arrache. C'est que maintenant, tu vois, avec l'âge et puis le fait qu'il faut quand même bien gérer l'argent le mieux possible, que je commence un peu plus à structurer les choses. Mais ça a vraiment été beaucoup de freestyle. Donc moi qu'est-ce que ça a impliqué? Ça a impliqué tout ce qui est répétition. Donc de louer des studios de répétition, de trouver des musiciens que tu arrives à pitcher pour qu'ils acceptent de venir sans être payés, parce que je peux pas les payer. Voilà, ouais. Donc ça c'est autre chose. C'est aussi payer des tenues. Moi je suis très tenue, je suis très mode, j'aime beaucoup. Je pense que je commence à avoir un véritable intérêt pour la mode aussi de scène, du spectacle. Donc il y a ça aussi que tu payes, tu vois, que tu peux prévoir. Et après tout simplement c'est tout ce que tu payes pour mieux performer. Donc moi ce que j'ai payé c'était mes salles de sport, c'était mes cours de chant à un moment, c'était mes cours de danse parce que j'en ai pris un peu aussi pour être coaché en quelque sorte. Et voilà quoi. Donc ça en vérité ça dépend de l'artiste que tu veux être et du spectacle que tu veux offrir. Après maintenant pour les salles et ce genre de choses là, t'as plusieurs solutions. Soit tu participes à des tremplins et du coup tu peux te retrouver dans des salles incroyables sans rien payer, mais du coup tu dépends beaucoup des autres et c'est pas ton moment. Soit tu peux avoir des partenariats avec des salles directement, tu leur dis ok on fait un concert et je vous ramène tant de personnes et c'est presque comme un sportif en quelque sorte, hein. C'est que moi j'ai des chances de gagner la compétition, vous ferez mieux de miser sur moi maintenant quoi, tu vois. C'est un peu dans cette optique là. Et ouais, donc tu gères comme ça, ou sinon, et ça c'est plus le moyen que je préfère maintenant, c'est tu fais tes sous et tu loues ta salle, tu loues ton théâtre, tu loues ton zénith ou tu loues ce que tu veux louer, ce que tu peux louer aussi, et tu t'organises ton concert. Donc tu fais ta publicité, tu ramènes les gens, t'essayes de faire de la publicité sur les réseaux sociaux, ce genre de choses là quoi. Mais moi j'ai pas des très bons conseils à donner parce que je conseillerais pas aux gens de faire comme je l'ai fait, parce que j'ai fait beaucoup de bricolage, j'ai beaucoup fonctionné, j'ai beaucoup hypothéqué ma vie, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où je faisais il y a prescription maintenant. Je faisais des chèques parce que je devais avoir des garanties pour un concert, mais j'étais à la fac en même temps, et puis si un certain quota de place n'avait pas été atteint, j'allais devoir rembourser tout le truc, mais je pouvais pas. C'était si je peux pas le rembourser, je n'ai pas ces sous. Donc j'avais pas le choix de vendre et de ramener du monde au concert. Donc c'est des pressions que je recommande pas forcément c'est pas des bonnes pressions à avoir, c'est pas des bons stress. Après ça t'apprend beaucoup de choses, mais il y a des formations maintenant, il y a des structures, il y a des gens qui font du contenu en ligne, qui expliquent comment faire la chose de manière plus méthodique, et je conseillerais à ces personnes de plutôt consulter ces choses-là plutôt que d'écouter mon expérience de bricoleur. Écoute, je sais pas. Je pense que à l'instar des sportifs de haut niveau, on devient pas Michael Phelps, on devient pas Teddy Riner, on devient pas n'importe quel grand sportif comme ça du jour au lendemain. On commence en bas et à force d'entraînement et de travail, on y arrive. Et je pense que c'est tout à fait ce que tu nous as dit. Toi, tu as réussi à monter ces concerts-là parce que peut-être tu avais le couteau sous la gorge, ou peut-être parce que c'est absolument ce que tu voulais faire, mais tu t'es dit j'ai pas le choix, parce que si dans 2 mois mon concert il est pas en place et j'ai pas vendu X billets et les gens sont pas contents, je me retrouve à la rue, et même pire que ça. Et je pense qu'on est dans la même démarche que les sportifs qui s'entraînent, qui travaillent et qui finissent par y arriver au bout d'un moment. C'est ça, en fait, là, l'échec n'est même pas une option. On me disait, non, mais comment est-ce que tu fais si tu vends pas? Je dis, non, mais ça va pas ou quoi? Ça va se faire. Et souvent, ce qui se passait, et c'est là qu'on peut voir l'analogie avec le sport, c'est que la victoire, entre guillemets, donc la victoire en l'occurrence qui était de vendre le concert et de ne pas devoir de l'argent aux organisateurs, la victoire, je l'ai décroché seulement quelques jours avant le concert. C'est-à-dire que pendant des semaines, il y avait personne qui achetait.
Et peut-être 2 jours avant, bah t'avais des places qui partaient toutes les 10 minutes et c'était rempli, c'était même trop rempli à la fin. Tu vois, donc c'est des choses comme ça et c'est pour ça que je crois profondément en ce qu'on appelle l'effet cumulé. Donc les sportifs le connaissent aussi très bien, c'est ce que tu fais chaque jour, l'habitude que tu prends chaque jour, peut-être que tu vas pas voir les résultats maintenant, mais à un moment quand tu auras le résultat, tu auras tes vrais résultats et ça va arriver tellement vite et tellement fort que tu vas te dire mais c'est n'importe quoi, c'est absurde, c'est ridicule. L'effet cumulé, c'est une préparation de toute une vie pour arriver au JO et peut-être même à la médaille au JO. C'est incroyable, c'est incroyable. Toi, écoute, Toi, non, t'étais bon. Toi, okay. Voilà, ouais. Écoute, je te remercie vraiment pour tout ce que tu as partagé avec nous, pour toute ta clairvoyance, pour tout toute ton honnêteté et toute cette fluidité dans ton discours. Je te dis, moi, je tenais absolument à t'inviter parce que pour moi, tu es arrangé, enfin, toi et tous les sportifs, les artistes et les danseurs, les chanteurs, tous ces gens sont arrangés dans la même case, dans la case des gens résilients et qui ont une vision et qui vont y arriver. Tiens, ça me rappelle un copain qui parle tout le temps de la vision. Mais en tout cas, avant de terminer une interview, à chaque fois avec mes sportifs, je leur pose toujours 2 questions. Est-ce que tu veux bien jouer le jeu? Qu'est-ce que tu ferais si je te disais non, je veux pas? Eh ben, écoute, je te dirais que c'était vraiment un super bon moment et puis je te dis à la prochaine. Ciao. Ok. Non, je veux jouer. Tu joues. Ok. Je joue. Alors, t'as le droit de répondre soit du tac au tac, soit d'être un petit peu plus large sur tes réponses. Si tu pouvais te transformer en un plus petit Ntoi et te parler à l'oreille du Ntoi de 13, 14, 15 ans, quand tu découvres un peu le milieu artistique et que tu te dis c'est ce que je vais faire de ma vie. Qu'est-ce que tu te dirais, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil? Elle est incroyable cette question. Je pense qu'il y a 2 choses que je lui dirais. Je lui dirais premièrement d'être patient. Que ça va pas forcément se faire maintenant, ça va peut-être se faire dans 10 ans, dans 15 ans, mais de travailler chaque jour comme si ça pouvait arriver. Parce que quand j'avais 13 ans, 14 ans, moi, à qui est-ce que je me comparais? Je me comparais à Michael Jackson. Et je me disais, ouais, non, mais Michael Jackson, écoute, à 7 ans et demi, il avait déjà fait le Madison Square Garden, qu'est-ce que tu fais? Et tu vois, tu vois, et même il y avait des personnes qui me disaient, écoute, là, tu commences à avoir 15 ans, 16 ans, Johnny Hallyday, lui, il a percé à 17 ans, telle personne a percé à 17 ans, si toi t'as pas percé avant tel âge, c'est mort, on n'aime pas les vieux, tu vois. Donc j'étais pressé de percer, alors que c'est pas la bonne chose. La bonne chose, c'est de faire ce que t'as à faire, de bien faire ton apprentissage, d'avoir des bonnes fondations, d'être confiant, voilà, de pas chercher ce que la gratification immédiate. C'est vraiment ça, tu vois. C'est comme tu fais des abdominaux, tu fais 100 abdominaux, tu vas pas voir le résultat quand tu vas prendre ta douche, quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, l'effet cumulé. L'effet cumulé. Donc vraiment, c'est quelque chose que je commence à comprendre véritablement, à vivre plutôt, parce que je ne comprenais jamais, à le vivre maintenant, tu vois. Je dis tranquille. Enfin, maintenant que les efforts commencent à porter leurs fruits. C'est ça. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je lui dirais, si tu m'autorises à dire une deuxième chose. Bien sûr. Je sais pas, peut-être qu'il faut rendre l'antenne, que je sais pas, il y a TPMP après. Non, ça va. Ok. La beauté du podcast, n'est-ce pas? Tout à fait. Yes. Je lui dirais de ne pas chercher l'approbation des autres. On s'en fout, tu vois. J'ai rencontré beaucoup d'artistes quand j'étais jeune, d'artistes connus, d'artistes dont j'étais fan, dont j'achetais les CD, et j'ai beaucoup été déçu. Tu sais, il y a quelque chose qui est dit qu'il faut jamais rencontrer ses héros. J'ai beaucoup été déçu parce que j'avais des expectations, je sais pas si ça se dit, mais des attentes assez grandes, et du coup, je pense que j'ai fait beaucoup de maladresse parce que j'étais dans la fleur de l'âge et que je savais pas, et aussi peut-être que je sais pas. Mais du coup, je lui dirais ne cherche pas l'approbation, t'as pas besoin de ces personnes-là. Enfin, t'as pas besoin d'avoir leur bénédiction. Fais ce que t'as à faire, encore une fois, bosse sur ton truc. Et les choses viendront en temps et en heure. C'était 2 très belles réponses. Je les valide à 100%. Merci pour ta validation. S'il y avait une sportive, un sportif, une performeuse, un performeur, un chanteur, une chanteuse que t'aimerais bien entendre sur ce podcast, est-ce que t'aurais 1 ou 2 noms à nous donner? Bien sûr. J'aimerais te dire Kobe Bryant, mais c'est... Francophone quand même, s'il te plaît. Oh, Mon audience est francophone pour l'instant.
Les gens là qui ont pris allemand en deuxième langue au lieu de prendre anglais. Non, francophone. Connu ou quelqu'un que je connais? Quelqu'un d'inspirant. Quelqu'un d'inspirant. Je te conseillerais quelqu'un qui s'appelle Olivier Loussamba. Ok. Qui est footballeur, qui a fait beaucoup de choses, tu vois, qui a eu des sélections, qui a eu une grandeur, qui a aussi eu des moments de déception. Comme beaucoup de sportifs, tu sais, tout ce qui est lié aux blessures, à l'agisme, toutes ces choses-là. Et je pense qu'il pourrait avoir beaucoup de, tu vois, qui est parti en centre de formation très jeune, toutes ces choses-là. Et je pense que c'est toujours intéressant d'entendre ce genre de parcours. Il m'avait notamment inspiré à regarder le contenu de Kobe Bryant. Bon, avant qu'il décède, pour m'inspirer de son éthique, il m'a dit, mec, reprends l'éthique que t'avais avant, regarde ce que fait Kobe, il fait ça, tu devrais peut-être essayer de faire ça. Et c'était l'éthique aussi que j'appréciais particulièrement, donc ouais, je pourrais te conseiller cette personne-là, sans trop réfléchir. Ok, bah écoute, je note et j'accepte le défi pour essayer de le contacter et puis de l'inviter sur le podcast. Ok. Toi, est-ce qu'il y avait d'autres points que tu voulais aborder ou est-ce qu'on rend l'antenne? On rend l'antenne, il commence à être tard. Vous allez dire être star, tu vois, comment la vision? C'est la déformation, c'est le lapsus révélateur, comme on dit. Voilà, c'est ça. Bon, juste avant de te laisser partir, je te laisse quand même nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver sur le réseau des réseaux, sur l'internet. Yes, carrément. Bah, écoute, le meilleur moyen de me retrouver, c'est de m'envoyer un message, tout simplement, et de me dire, écoute, j'ai écouté ton podcast, enfin le podcast d'Hermano avec toi, et j'ai bien apprécié, ou j'ai appris ça, ou ça m'a aidé, ou ça m'a inspiré, ou j'ai particulièrement aimé ce passage-là. Il y a 2 endroits pour le faire. Parce que envoyer directement les gens sur ma newsletter, c'est peut-être un peu trop abrupt, parce que du contenu tous les jours, quand tu me connais pas, c'est beaucoup. Donc, juste de venir sur Instagram, voilà, okay. Ntoyi, Ntoyi, et de m'envoyer un message privé et de me dire, hey, j'ai écouté le podcast avec Hermano. Voilà, okay. Juste faire ça. Donc, sur Instagram, c'est le principal, ou sinon, c'était plutôt de la culture Facebook, bah, tout simplement, d'aller sur Facebook, Ntoyi, Ntoyi, c'est partout pareil, il y en a pas 15 000. et donc, voilà, et aussi de m'envoyer un message. Et je te répondrai avec plaisir. Ça marche. Bah écoute, Toyi, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui. Et puis bah j'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas de mon côté, c'était un super moment. Et j'espère que nos auditrices, nos auditeurs vont apprécier ça. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Et puis bah sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Yes. Merci Hermano. Comme je vous le disais en intro, c'est un épisode d'un genre un petit peu nouveau, pas sur le contenu, pas sur la forme, non, sur l'invité que j'ai reçu aujourd'hui, qui est certes sportif, mais dont le sport n'est pas au centre de ses préoccupations. Non, lui, c'est un grand musicien, comme vous avez pu l'entendre. Juste avant de vous laisser, je vous refais un petit appel pour laisser une revue, une note sur Apple Podcast. Et puis, je vous rappelle aussi que dans les projets que je nourris avec ce podcast, j'aimerais pouvoir aider certains sportifs et certaines sportives à financer leur carrière, et pour ça, avant de lancer une campagne de financement participatif, avant de lancer une campagne de dons, je vous propose de vous connecter sur vestiaire.org et d'aller sur le lien Goodies. C'est un petit goodies qui vous permettra chaque jour de penser à nous et de penser à votre sportive ou à votre sportif préféré, qui permettra aussi, avec le petit bénéfice qui sera réalisé sur la vente de ces produits, d'aider au financement des carrières des sportives et sportifs de haut niveau. Allez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut les sportifs.
mieux que ça.